C'est le 24 mars 1997, à 22h06, dans une maison louée à Rancho Santa Fe, en Californie. 39 membres de Heaven's Gate, vêtus de chemises et de pantalons noirs identiques, se tenaient en ligne comme s'ils attendaient une photo de groupe. Mais ce n'était pas une réunion ordinaire, il allait devenir l'attentat à la vie collective le plus infâme de l'histoire américaine. En quelques minutes, ces adeptes dévoués allaient prendre leur propre vie dans un désespoir de rejoindre leur leader spirituel, Doherty, sur un supposé vaisseau spatial caché derrière la comète Hale-Bopp. Au fil de la nuit, il serait révélé que chaque victime avait ingéré une dose mortelle de sauce de pomme au phénobarbital. Le décor était celui d'un calme étrange, un sentiment d'anticipation pesant lourdement dans l'air comme un défi à l'extérieur du monde. La maison louée, qui avait été un symbole de richesse et de statut, se dressait maintenant comme un arrière-plan sinistre pour cet événement bizarre et troublant. À mesure que les minutes passaient, les victimes se tenaient silencieusement, leurs yeux fixés sur un point inconnu au-delà des murs de la maison. L'atmosphère était dense d'une compréhension non dite, un sentiment que ces individus avaient atteint une prise collective de conscience qui allait changer le cours de leur vie à jamais. C'était un moment qui allait être gravé à jamais dans les mémoires de ceux qui l'avaient vu. Les victimes, âgées de 26 à 72 ans, avaient toutes été convaincues par leur leader charismatique qu'elles seraient embarquées à bord d'un vaisseau spatial et réunies avec leur guide spirituel. Elles avaient laissé derrière elles leurs emplois, leurs familles et leurs biens dans un désespoir de rejoindre le supposé royaume céleste. Chacune d'elles avait subi une transformation radicale, jetant comme une peau usée leur vie ancienne et s'engageant dans une nouvelle réalité qui était à la fois alléchante et terrifiante. Les visages de ces individus étaient un témoignage de la puissance de la conviction, leurs yeux brillants d'une mélange d'espoir et de détermination. Alors qu'ils attendaient le signal de procéder, leur respiration collective semblait synchronisée, un rythme macabre pulsant à travers leur être. À mesure que les moments passaient, les témoins n'entendaient rien, juste le son du silence ponctué par le cri étouffé ou le sanglot étouffé occasionnel. La nuit était calme, un canevas de ténèbres qui semblait engloutir tout son et émotion. C'était comme si l'acte même de prendre sa propre vie avait en quelque sorte aspiré l'oxygène de l'air, laissant derrière elle un sentiment de désespoir et de confusion creux. La seule mouvement venait des tics ou des spasmes occasionnels, un témoignage du processus agonisant de la mort elle-même. Et pourtant, même au milieu de cette chaos, un sentiment de tranquillité semblait imprégner l'air, un sentiment que ces individus avaient trouvé un sentiment de paix tordu dans leurs derniers moments. Avant de poursuivre, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener en arrière jusqu'au début de cette histoire, au moment où Marshall Applewhite et Bonnie Nettle se sont rencontrés pour la première fois en 1972. C'était un hasard qui allait changer le cours de l'histoire, un catalyseur pour les événements qui allaient se dérouler sur la décennie suivante. Applewhite, un personnage charismatique avec une passion pour la spiritualité et un penchant pour le dramatique, cherchait des réponses aux grands mystères de la vie. Nettle, infirmière de profession et chercheuse de vérité, était également attirée par le monde de l'inconnu. Ensemble, ils allaient entreprendre un voyage de découverte de soi, un voyage qui les mènerait aux limites de l'endurance humaine. Alors que Applewhite et Nettle plongeaient plus profondément dans le monde de la spiritualité, ils commencèrent à attirer un groupe de personnes qui partageaient leur désir de vérité et leur peur de l'inconnu. Ces membres débutants étaient attirés par la présence charismatique du couple et leur engagement sans faille à leurs croyances. Ils étaient convaincus que Applewhite et Nettle étaient les deux témoins du livre de l'Apocalypse, envoyés sur Terre pour guider l'humanité vers un plan plus élevé d'existence. Et au fil des ans, ce petit groupe d'enthousiastes grandit en un mouvement en pleine expansion, qui allait finalement attirer des centaines de fidèles de toute l'Amérique. Marshall Applewhite était la figure centrale de ce cas, né en 1931 au Texas, grandissant dans une famille de classe moyenne, il a fréquenté l'université mais n'a pas obtenu de diplôme, au lieu de cela, il a travaillé divers emplois en tant que nettoyeur et vendeur, sa vie ultérieure serait définie par ses poursuites spirituelles. Comme leader de Heaven's Gate, la vie quotidienne de Marshall était consumée par sa mission de propager son message, il a attiré un suivant avec sa personnalité charismatique, il aurait souvent voyagé à travers le pays pour donner des conférences, il vivait une vie relativement modeste avec un petit groupe de fidèles dévoués, et malgré sa célébrité au sein du groupe, il restait un humble et introspectif figure. Pour ses suivants, Marshall était un leader aimable et compatissant, ses mots étaient teints de sagesse et de sincérité, il avait une capacité unique à se connecter avec les gens sur un niveau profond, de nombreux admirent son engagement à sa cause, et le voyaient comme un phare d'espoir dans un monde troublé.
Mais pour les extérieurs, son comportement était souvent vu comme erratique et contrôlant. En privé, Marshall était connu pour être farouchement loyal à son partenaire, Bonnie Nettle, connu sous le nom de Do. Il la faisait confiance implicitement et la voyait comme un égal spirituel. Après sa mort en 1985, le comportement de Marshall devint de plus en plus erratique, et il commença à se fier à un petit cercle de conseillers de confiance, mais au fil des ans, de nombreux de ses suivants commencèrent à remettre en question son leadership, et certains finiraient par se retourner contre lui. Les mois précédant l'incident de 1997 étaient marqués par une croissante sensation d'inquiétude au sein du groupe. De nombreux étaient de plus en plus isolés et déconnectés du monde extérieur, les enseignements de Marshall étaient devenus de plus en plus stricts et autoritaires, et certains commencèrent à se demander s'il avait perdu le contact avec la réalité. Alors que le comportement du groupe devenait de plus en plus bizarre, de nombreux des suivants de Marshall commencèrent à remarquer que quelque chose ne allait pas. Certains rapportèrent voir des visions étranges et sinistres, d'autres entendirent des sons étranges et inexplicables, mais lorsqu'ils essayèrent de parler, ils furent accueillis par le silence et l'intimidation, et de nombreux furent trop effrayés pour remettre en question l'autorité de Marshall. L'un des aspects les plus troublants du comportement du groupe était leur totale absence de préoccupation pour leur propre bien-être et sécurité. Ils étaient convaincus qu'ils étaient sur le point d'une grande percée spirituelle, et étaient prêts à faire n'importe quoi pour l'atteindre, mais à mesure que la date de leur ascension prévue approchait, de nombreux d'entre eux commencèrent à paniquer et à remettre en question la vision de Marshall. Alors que le comportement du groupe devenait de plus en plus erratique, de nombreux des conseillers les plus proches de Marshall commencèrent à exprimer leurs inquiétudes, mais il était trop loin pour les écouter. Il était convaincu qu'il était sur le point d'une grande transformation spirituelle, et que ses suivants seraient laissés derrière. Il fit donc l'impensable et ordonna à ses suivants de se préparer à un suicide de masse. Le comportement du groupe devenait de plus en plus bizarre à mesure que les jours passaient. Ils cessèrent de manger et de boire, et commencèrent à se préparer à leur propre extinction. De nombreux étaient convaincus qu'ils allaient être emmenés vers le niveau suivant, mais à mesure que la réalité de leur situation leur apparut, la panique et la terreur s'emparèrent d'eux. Alors que les conseillers du groupe essayaient d'intervenir, Marshall devint de plus en plus isolé et paranoïaque. Il était convaincu qu'il était sous attaque du monde extérieur, et que ses suivants essayaient de le trahir, mais en réalité, c'était lui qui les menait sur une voie de destruction. Mais alors que le comportement du groupe devenait de plus en plus extrême, quelque chose d'étrange et inexplicable se produisit. Les suivants de Marshall commencèrent à rapporter voir un objet étrange dans le ciel. Certains le décrivirent comme un ovni, d'autres comme un vaisseau céleste, mais qu'il fût quoi qu'il fût, ils étaient convaincus qu'il était un signe de Marshall que leur ascension était imminente. Alors que le comportement du groupe devenait de plus en plus désespéré, de nombreux d'entre eux commencèrent à se retourner les uns contre les autres. Certains rapportèrent voir des visions de trahison et de déloyauté, d'autres étaient convaincus que leurs amis et leurs familles essayaient de saboter leurs efforts, mais en réalité, la seule personne qui essayait de saboter leurs efforts était Marshall lui-même. La nuit du 25 mars 1997, Marshall ordonna à ses suivants de se rassembler à son compound à San Diego, où ils rencontreraient leur créateur et ascendraient vers le niveau suivant, mais alors qu'ils attendaient avec impatience, une sensation d'inquiétude et de doute commença à se faire sentir. Certains commencèrent à se demander s'ils avaient été dupés par les promesses de Marshall. Alors que la nuit passait, le comportement du groupe devenait de plus en plus erratique. Certains rapportèrent voir des visions du niveau suivant, d'autres entendirent des sons étranges et inexplicables, mais alors que la cloche sonna minuit, quelque chose d'inexplicable se produisit, et le comportement du groupe devenait de plus en plus bizarre. Mais alors que le comportement du groupe devenait de plus en plus extrême, quelque chose d'inexplicable se produisit, et le comportement du groupe devenait de plus en plus bizarre. Ils commencèrent à se préparer à leur propre extinction, et alors que la réalité de leur situation leur apparut, la panique et la terreur s'emparèrent d'eux. Mais alors que les conseillers du groupe essayaient d'intervenir, Marshall devint de plus en plus isolé et paranoïaque. Il était convaincu qu'il était sous attaque du monde extérieur, et que ses suivants essayaient de le trahir, mais en réalité, c'était lui qui les menait sur une voie de destruction. Et alors que la clos. C'était un jour ensoleillé de printemps, mars 1997, dans la banlieue de San Diego County, Rancho Santa Fe, Californie. La température était dans les 20 degrés Celsius, avec un léger vent soufflant à travers les arbres verts luxuriants et les pelouses bien entretenues. Le soleil brillait brillamment dans le ciel bleu clair, projetant une lumière chaude sur la communauté. Les résidents allaient à leur routine quotidienne, ignorant la tragédie qui allait se produire. Le monde allait assister à une série d'événements qui allaient secouer ses fondements.
La séquence d'événements menant à la mort en masse commença par la découverte que le comète Hale-Bopp, l'une des plus grandes jamais enregistrées, se rapprochait de la Terre. Cet événement déclencha une nouvelle vague d'urgence au sein du groupe Evanesgate, qui croyait que la comète allait servir de catalyseur pour leur ascension au niveau suivant. À mesure que la comète se rapprochait de son point le plus proche, les membres du groupe devinrent de plus en plus anxieux et se préparèrent pour la promotion et qu'ils croyaient être à portée de main. Ils avaient attendu ce moment depuis plus de 20 ans, et leur patience était enfin épuisée. Dans un dernier effort pour diffuser leur message, le site web du groupe fut mis à jour avec un message d'adieu final. Alors que le groupe se réunissait dans la maison de Rancho Santa Fe, ils furent menés par Marshall Applewhite, qui était devenu de plus en plus erratique et paranoïaque dans les derniers mois de sa vie. Il instruisit les membres de prendre des doses mortelles de phénobarbital et de vodka, qu'ils ingérèrent avec une mixture d'anticipation et de trépidation. Les membres, certains d'entre eux étant des vétérans du groupe et qui avaient attendu ce moment pendant des années, se couchèrent tranquillement dans leur lit et attendirent l'inévitable. Alors que la poison prenait son effet, ils s'endormirent paisiblement, leurs esprits finalement libres des soucis et des peurs du monde mortel. Les visages des membres, calmes et sereins, semblaient transmettre un sentiment de satisfaction et de contentement. Le détail le plus choquant de la crime est la décision du groupe de porter des chaussures Nike identiques et des robes noires à leur départ final, une tentative délibérée pour faire paraître leur mort comme une action cohérente et rituelle. Les images des défunts, leurs yeux fermés et leurs visages paisibles, sont gravés dans la mémoire de ceux qui ont assisté à l'après-coup. C'est cette image qui sera gravée à jamais dans la conscience publique, un rappel brutal des conséquences dévastatrices de la dévotion aveugle et des dangers de la fanatisme non contrôlé. La vue de ces 39 corps, chacun une victime de l'idéologie déformée du groupe, sert de rappel glacial de la véritable horreur de la tragédie Evanesgate. La scène était une de calme étrange, comme si les membres étaient simplement en train de prendre un dernier repos, ignorant la tempête qui allait éclater à l'extérieur. Lorsque la nouvelle de la mort en masse se répandit, les autorités furent les premières à découvrir l'étendue de la tragédie. Ce n'était pas juste un cas de morts individuelles, mais une action coordonnée et délibérée de meurtre en masse. Les députés du département du shérif du comté de San Diego tombèrent sur la scène macabre, leur visage marqué par la surprise et l'horreur alors qu'ils réalisaient la vraie nature du crime. L'air était lourd de l'odeur de la mort, et le silence était oppressant, ponctué seulement par les sanglots occasionnels d'un des députés. Lorsque la pleine étendue de la tragédie devint claire, les députés savaient qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple cas de meurtre en masse. Alors que les enquêteurs fouillaient la scène du crime, ils commencèrent à reconstituer les événements qui avaient mené à la mort en masse. Ils découvrirent que les membres du groupe avaient préparé ce moment depuis des mois, stockant des fournitures et préparant leur corps pour le niveau suivant. Les leaders du groupe étaient devenus de plus en plus isolés et détachés du monde extérieur, convaincus qu'ils étaient les seuls à comprendre la nature de l'univers. Et pourtant, malgré leur idéologie bizarre et déformée, les membres du groupe étaient des gens ordinaires, avec des familles et des amis qui avaient été trompés par leur leader charismatique. Et alors que l'enquête continue, une chose devient claire, la mort en masse Evanesgate n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait encore beaucoup de questions à répondre, beaucoup de secrets à découvrir. Et alors que nous plongeons plus profondément dans le monde de ce groupe culte, nous commençons à réaliser que la véritable horreur de la tragédie Evanesgate n'est peut-être que le début de l'enlacement. Alors que le soleil se levait sur les rues calmes de Rancho Santa Fe, le comté de San Diego, les députés du shérif reçurent un tuyau sur une possible prise de masse impliquant la secte Evanesgate. Les officiers répondants arrivèrent à la maison dans les premières heures du 26 mars 1997, où ils trouvèrent les corps de 39 individus, y compris le leader du groupe, Marshall Applewhite. Les députés durent entrer dans la maison par une porte d'entrée non fermée, ils procédèrent avec prudence, appelant en renfort supplémentaire pour soutien et sécurisant le périmètre. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, les officiers rencontrèrent une scène de désespoir inimaginable, avec plusieurs individus morts dans diverses pièces. Cette découverte initiale fut le point de départ d'une enquête qui démontrerait une complexe toile d'événements. À la suite d'une plus approfondie examen de la maison,